puisqu'à Sanary-sur-Mer, un professeur a été poignardé. Au-delà du choc, une alerte santé mentale fragilisée, repères brouillés, un rapport à l'autorité de plus en plus conflictuel chez certains jeunes. Quand l'école n'est plus un refuge, mais un champ de tension, qu'est-ce que cela dit de notre société? Et vous, l'autorité, est-elle encore audible aujourd'hui? Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Merci Marie-Estelle Dupont d'être avec nous dans le studio d'Europe 1. Merci à vous. Est-ce qu'on observe une réelle dégradation de la santé mentale chez les jeunes? Et quel regard vous portez sur ce fait dramatique hier à Sanary-sur-Mer? Alors, deux choses. D'abord, je rappelle toujours que le mal et la maladie mentale, ce sont deux catégories qui peuvent s'intriquer, mais qui ne se recouvrent pas. Et qu'on ne peut pas toujours faire appel à la psychiatrie pour se consoler de l'émergence du mal. Et que la barbarie, ça existe. Et le but même de toute civilisation, de toute société, c'est précisément que pour éviter que l'espèce s'éteigne, du fait de la violence et de l'instinct de mort, on ait des cadres qui permettent à la pulsion de mort de se sublimer. De toute évidence, malgré tous les progrès technologiques dont nous pensons qu'ils vont nous sauver du mal, eh bien, ça n'est pas le cas. Et on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain, le bébé du symbolique, le bébé du cadre, le bébé du spirituel, le bébé de l'autorité. L'autre chose aussi, c'est que moi, il y a 5 ans, pendant la crise sanitaire, j'avais écrit justement dans le Figaro que on aurait des jeunes, d'une part, très violents et d'autre part, très déprimés. Et aujourd'hui, on constate que c'est le cas. Pourquoi? Pas parce que je lis dans le Mar de café, parce que les observations cliniques depuis 30 ans en pédopsychiatrie montrent bien que la dégradation de ce qu'on appelle les enveloppes psychiques, c'est-à-dire la capacité à élaborer ses émotions et ses pulsions, s'appauvrissent de plus en plus et qu'on a des passages à l'acte de plus en plus violents, de plus en plus tôt, dans tous les milieux sociaux, et sans motif. C'est-à-dire que il y a 30 ans, la délinquance, c'était du vol de mobilette. C'était, allez, je crache devant un policier pour le provoquer. C'est-à-dire que Marie-Estelle Dupont c'était sur Europe 1. quelque part une recherche d'une figure d'autorité qui n'était peut-être pas assez là à la maison, mais en tout cas, il y avait des motifs. Aujourd'hui, il y a quelque chose de complètement gratuit qui nous sidère tous, chez des mineurs très très jeunes. Alors, on s'est penché sur cette ultra-violence des mineurs. Maurice Berger le décrit très bien dans son rapport sur la violence en France. 80% des mineurs ultra-violents, c'est-à-dire des mineurs qui tuent, hein, pas des mineurs qui volent simplement des mobylettes. Les mineurs qui tuent, qui ramollissent, comme ils le disent, une vieille dame parce qu'elle était sur leur passage et que ça les gênait, qui poignardent, sont des mineurs qui, entre l'âge de 0 et 4 ans, ont 80%, hein, c'est énorme, ont assisté à de la violence intrafamiliale. Et donc, à un âge où ils n'avaient pas le langage pour élaborer ce qu'ils voyaient et pour prendre de la distance, il y a des images qui se sont imprimées dans leur cerveau et qui se sont dissociées de la pensée. Et ces images vont agir comme des sortes de petits archipels qui vont revenir en pilotage automatique et conduire plus tard le jeune, quand la puberté a fait son travail et qu'il a une force musculaire pour passer à l'acte, à la moindre frustration, sans motif, à jeter quelqu'un par la fenêtre ou à le poignarder. Je vous écoute, Christine. Oui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, par exemple, dans ce panel, vous prenez aussi en compte les jeunes qui ont une violence envers eux-mêmes? Ensuite, on prendra Anaïs, qui nous appelle de la Drôme. C'est-à-dire que, est-ce que ces jeunes aussi, qui se scarifient, qui sautent de la fenêtre, qui se suicident, qui se pendent, c'est horrible, mais ça aussi, ça fait de la partie de la réalité. On le voit dans l'actualité. Est-ce que eux aussi, ils font partie de ceux qui ont vu entre 0 et 4 ans de la violence intrafamiliale? Alors, vous voyez, on disait que pendant le confinement, il y avait eu 299% d'augmentation des gestes suicidaires, des intentions suicidaires et des suicides chez les moins de 15 ans. C'est moins de 15 ans, on est quasiment encore un enfant. Un enfant. Donc, c'est des jeunes qui sont dans un environnement, et c'est là que je remets toujours la responsabilité sur les adultes, ils sont manifestement dans un environnement collectif ou privé qui ne répond pas aux besoins développementaux de l'enfant. Et l'immense erreur qu'on a fait pendant le Covid, et dont on paye aujourd'hui le prix en termes de santé mentale, c'est qu'on a cru qu'on allait pouvoir appliquer les mêmes mesures à des adultes et à des jeunes qui étaient en train de construire leurs compétences sociales. Donc ces jeunes qui se sont désocialisés, qui ont perdu leur empathie, ont aussi été incités à plus de violence. C'est pour ça qu'aujourd'hui la violence explose. Donc on a beaucoup de facteurs, mais depuis 40 ans, la destruction de l'autorité et des cadres a évidemment favorisé le passage à l'acte, puisqu'il y a aussi une impunité qui est un encouragement. Alors, on va écouter, on a beaucoup de questions à vous poser. Gabriel Cluzel, Éric Tegner veulent aussi vous poser des questions. Bonjour Anaïs, vous nous appelez de la Drôme et vous êtes une ancienne éducatrice et professeure au lycée.
Oui, bonjour, merci. Déjà, merci de prendre mon témoignage. Je tiens tout d'abord à m'exprimer et surtout exprimer tout mon soutien à ma collègue et sa famille. Je Oui, m'excuse, je suis un peu malade. je vous en Donc prie. moi, j'ai fait 9 ans dans l'éducation spécialisée. J'ai travaillé d'abord à la protection judiciaire de la jeunesse, puis j'ai fini à l'aide sociale à l'enfance. Et depuis, du coup, 9 ans également, je suis professeure, notamment avec des secondes. Donc là, il s'agit d'un élève de troisième. En fait, je pense que pour moi, cet acte, c'est le reflet de l'état de notre jeunesse, en corrélation avec l'état de l'éducation nationale, du système de santé et surtout des services de psychiatrie, de la police et de la justice. Mmh. Ça fait 20 ans depuis les RGPP qu'on réduit les dépenses de l'État, qu'on remplace pas un départ à la retraite sur deux, qu'on privatise et qu'on délègue. À la fin de mon parcours à l'aide sociale à l'enfance, on faisait des délégations de services publics à des services de techniciens en intervention sociale et familiale, à qui on passait des commandes et nous, les éducateurs, on était des petits chefs. Et du coup, on déshumanisait complètement le service public et ça construit du coup un système à deux vitesses. Où bien sûr les plus aisés, comme vous, comme moi, parce que du coup moi je fais partie, je pense, des plus aisés, on peut accéder à des bons services de santé pour nos enfants. Moi j'ai 3 garçons de 2 ans, 7 ans et 11 ans et quand il faut que je les fasse soigner, je fais des choix des fois dans le privé. Donc des services de santé au délai correct, à une éducation de qualité. Ici, nous, dans la Drôme, c'est 18 mois à 2 ans d'attente pour une place en CMP. Il Hmm. n'y a qu'une trentaine de lits en pédiatrie, en psychiatrie. Anaïs, on Oui, marque une pause, on est obligé de marquer une pause. Très oui. intéressant votre témoignage, ancienne éducatrice, professeure au lycée. Vous dites que c'est un mélange entre cette déshumanisation du service public, cette jeunesse en souffrance, cette éducation nationale en souffrance. Marie-Estelle Dupont vous répond dans un instant. Marie-Estelle Dupont qui est avec nous dans le studio d'Europe 1, psychologue clinicienne, pour analyser ce fait dramatique à Sanary-sur-Mer. Et vous aussi réagissez au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. 12h42, vous écoutez Christine Kelly sur Europe. Europe 1. Christine Kelly et vous. 12h45 sur Europe 1, vous écoutez Christine Kelly et vous de 11h30 à 13h chaque jour sur Europe 1. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous revenons sur cette professeure poignardée à Sanary-sur-Mer avec cette question: les professeurs victimes de la santé mentale des ados. On en débat avec votre invitée, chère Christine, Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et présentatrice de l'émission ici sur Europe 1. Et si on en parlait chaque jour de 15h à 16h avec Romain Desarbres. Oui, je donne la parole à Anaïs dans un instant, puis à Marie-Estelle Dupont. On a appris là ce matin, à l'instant, que le collégien de 14 ans reconnaît en garde à vue avoir prémédité son geste, a annoncé le procureur. Anaïs, comment dirais-je, Marie-Estelle Dupont veut répondre justement à ce que vous avez souligné, c'est-à-dire à la fois ce mélange de déclin entre l'éducation nationale, la jeunesse, la déshumanisation du service public. Marie-Estelle Dupont vous répond en direction Europe. Ce que vous soulignez, c'est essentiel et je vous remercie de le faire, Anaïs, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a mal alloué l'argent. On a continué à prélever beaucoup d'argent aux Français, sauf que nos impôts, sans nous demander notre consentement, n'ont plus été alloués aux policiers, aux enseignants, aux psychiatres. On n'a que 35 professeurs de pédopsychiatrie en France. Il y a des bassins, il y a des endroits dans le pays où il y a 7 lits de pédopsychiatrie pour des bassins de population de 400 000 habitants. Enfin, c'est une honte absolue. Donc, quand les ados se présentent avec des idées suicidaires, on les renvoie chez eux avec des médicaments pas forcément adaptés à leur corpulence et ça fait des catastrophes. Donc, en fait, on a retiré cette force vive au nom d'une gestion extrêmement comptable, bureaucratique et administrative. Et évidemment que ça a tout déshumanisé, ça décourage les soignants et les enseignants. Et puis surtout, ça fait que nous, quand on nous amène les enfants, on nous les amène beaucoup trop tard, même en libéral, on a 6 mois d'attente. Donc, quand c'est la première émergence d'idées suicidaires, on peut très vite aider un adolescent parce qu'ils sont assez flexibles et il y a un moyen de leur redonner une espérance. Voilà, mais quand ça fait déjà des mois et des mois qu'ils se scarifient, des mois et des mois qu'ils ont des idées très agressives et qui vont donc aller se renforcer dans leurs obsessions sur les réseaux sociaux et avec les algorithmes, être enfermés dans des boucles cognitives où ils vont voir des contenus qui vont les inciter à tuer, qui vont abolir la différence entre le virtuel et la réalité, évidemment, on se retrouve avec des situations irrécupérables. Au premier pas des pensées suicidaires, que faire ? Au premier pas des pensées suicidaires, il faut et surtout pas ou d'un essayer geste de violence de envers les autres. rationaliser. Il ne faut pas dire mais non, la vie vaut la peine d'être vécue, puisque dans cet instant-là, l'adolescent éprouve et exprime le contraire. D'abord, remerciez-le, parce qu'un ado qui
vous fait assez confiance pour vous en parler, c'est déjà une énorme porte ouverte. Et ensuite, il faut le prendre au sérieux, donc il faut aller parler de ses angoisses, parler de son mal-être. Ce ne sera pas forcément avec un psy. Le premier adulte de confiance, c'est peut-être son prof de danse, son prof de piano. Donc il faut trouver l'adulte de confiance. Et puis, je crois aussi que quand on a arrêté de verticaliser les relations entre les adultes et les enfants, on a cessé d'être des exemples pour eux. Les profs ne sont pas des animateurs et les parents ne sont pas des copains. Et l'autorité, ça rassure. L'autorité, ça rassure. Anaïs, merci beaucoup de nous avoir appelé de la Drôme et d'avoir partagé votre témoignage en tant qu'ancienne éducatrice et professeure au lycée. Marie-Estelle Dupont vous a répondu en direct sur Europe 1. On aura Iris qui nous appelle de Paris dans un instant. D'abord Gabriel Cluzel, ensuite Eric Tegner. Écoutez, je reviens peut-être à l'affaire de Sanary, à ce type d'affaire, parce que je n'ai pas d'éléments particuliers sur cette affaire, mais il me semble quand même que c'était des faits dont on n'entendait pas parler autrefois, ou pas à cette fréquence-là. Je pense que tous les Français se disent cela. Et ce qui me frappe, c'est qu'on a quand même eu derrière nous des dizaines d'années d'éducation bienveillante, positive, avec des injonctions faites aux parents, nous expliquant que les gens étaient trop durs avec leurs enfants. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un peu le processus de décivilisation inverse à celui développé par Norbert Elias, c'est-à-dire que pas assez d'éducation conduit à la fin à beaucoup de répression. C'est comme il n'y avait pas eu d'autocensure tout petit, on est à se demander si on va pas mettre des ados en prison parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est quand même assez terrible. Et des portiques pour voir s'ils n'ont pas des couteaux, exactement. Ce qui évidemment ne sert à rien, puisque au mois de juin, il y a un ado qui a tué une surveillante le jour même où il y avait les gendarmes qui fouillaient les sacs pour voir s'il n'y avait pas des couteaux. Donc la réponse strictement sécuritaire, elle ne marche pas, parce que le problème, c'est qu'on a effondré la colonne vertébrale interne, on a effondré le surmoi collectif. C'est ça. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas l'éducation bienveillante, je pense que c'est l'exemple de la violence. C'est-à-dire quand vos propres parents se tapent dessus, se hurlent dessus, ne savent pas se réguler, en tant qu'enfant, vous imitez ce que vous voyez. Et mais donc, ça existait autrefois, ça. Il y a aussi ce problème de la violence. Il n'y a pas seulement le problème de l'éducation bienveillante. Maintenant, il faut comprendre que attention, je ne suis pas pour l'éducation malveillante, parce que cet adjectif, non, mais j'entends bien ce que dit effectivement Gabriel Cluzel, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement de la violence avant. Qu'est-ce qui s'est rajouté? Peut-être qu'elle parle du Covid. Qu'est-ce qui s'est ajouté qui fait que là, maintenant, on devient dans des... Je pense que d'abord, les parents ont été pris dans des injonctions paradoxales très culpabilisantes. C'est-à-dire qu'à force de leur dire il est interdit d'interdire, on leur a dit faites des enfants sans exercer d'autorité. Mais l'interdit est un dû à l'enfant qui vient au monde. C'est-à-dire que pour moi, la violence, l'humiliation, comme moi j'en ai vécu, c'est une maltraitance, mais l'absence de limite, c'est une autre maltraitance. On doit l'interdire à l'enfant. Absolument. Donc il y a des parents qui n'osent plus exercer leur autorité parce qu'ils ont mal compris, peut-être que l'éducation bienveillante était un moment nécessaire de la compréhension de la pédagogie pour sortir de la pédagogie par l'humiliation et par les coups de ceinture, mais qu'il y a des parents qui l'ont mal compris ou qui se sont sentis culpabilisés et complexés de poser des limites fermes. Enfin, moi, j'ai tué que 3 garçons, pardon, mais c'est pas toujours dans la bienveillance moelleuse, quoi. Il y a des moments où il faut que le ton monte un peu. Bien sûr, bien sinon sûr. Je meurs. Bien sûr. Et eux meurent. Et eux meurent après. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont besoin. Non, voilà, ils ont besoin d'autorité. On va prendre Iris qui nous appelle de Paris. Elle dit qu'elle a un enfant de 12 ans. Iris, vous dites que vous avez un enfant de 12 ans et vous dites que c'est comme il est dans une école privée, un établissement privé sous contrat, vous dites que ça protège? Oui, bonjour. Bonjour Christine et bonjour à tout le monde. Merci de me prendre. Oui, effectivement, avec le vécu que j'ai avec mon fils, j'ai qu'un seul enfant, et effectivement, c'est pas évident. Un enfant, 2 ou 3, je pense que la difficulté est la même. Et je pense que mon fils, c'est encore plus parce que je ne reporte toute l'attention et tous les dangers et j'essaye de le protéger au maximum, mais c'est pas évident. Et nous avons fait le choix de le mettre dans une école privée. Au début, nous n'étions pas à Paris parce que l'offre n'était pas assez bonne au niveau éducation. Et je peux vous assurer que dans l'école où il est, il y a un sas d'entrée, et les élèves ont une carte où ils badgent. Vous savez, il y a quelqu'un à l'entrée qui badge l'entrée et qui badge la sortie. Intéressant. Et il n'y a pas un enfant qui apporte un objet contendant, une arme, un couteau ou n'importe quoi. Et en fait, ils sont hyper cadrés parce qu'ils ont des signalements. Les signalements les pires, ce sont les signalements pour comportement. Au bout de 3 signalements
pour comportement, ça peut être tout, hein. Ça peut être mal parler à un élève, mal parler à un prof, ne pas avoir un comportement digne pour vivre en société, c'est-à-dire maltraiter ses copains. Ça, c'est du comportement. Au bout de 3, ils sont convoqués chez le directeur et je peux vous assurer que ils ont peur. Merci, ma chère Iris. Voilà. Voilà. Je ne vous retiens pas très longtemps parce que l'émission en arrive à la fin de l'émission. Et cet exemple du privé, oui, on a bien compris. Voilà, et je pense que dans le laïc, ils le font pas. Si l'offre était différente, je l'aurais mis au laïc. Merci comme beaucoup, j'étais moi quand j'étais petite. Iris, pour votre appel depuis Paris. Rappelons quand même qu'il y a eu un jeune garçon qui a poignardé une autre dans une école privée. Éric Tegner, un mot et ensuite le mot de la fin. Il ne reste que 2 minutes. Le mot de la fin à Marie-Estelle Dupont. Rappelons que dans cette affaire de Sanary, on a appris que le jeune garçon de 14 ans avait prémédité son geste et qu'il dit qu'il avait trop de haine, pour reprendre ces mots. Oui, Marie-Estelle Dupont, ma question, elle concerne un peu les nouveaux parents. Pas les parents qui ont 45, 50 ans, mais la nouvelle génération. Parce que quand il y a 10 ans, on parlait des jeunes adolescents qui pouvaient poser problème, ces jeunes adolescents, aujourd'hui, sont devenus parents. Est-ce qu'on n'est pas, parce que c'est ma génération, une génération qui s'écoute trop ? C'est-à-dire qui systématiquement va donner énormément d'importance aux petits problèmes, aux petits questionnements et qui ne sait plus tout simplement avancer en raison d'une forme aussi de... on psychologise absolument tout aujourd'hui. Ah oui, mais ça, je le dis, il faut pas tout psychiatriser. Et effectivement, oui, Christopher Lasch avait prédit la civilisation de Narcisse. Hein. On a du mal à se dépasser vers l'autre parce qu'on a aussi biberonné les jeunes générations avec un individualisme forcené et avec un matérialisme forcené. Maintenant, je crois aussi que nos jeunes, ils ont besoin, c'est ce que demandait Christine, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur ? Mais je crois que le facteur, c'est qu'on ne leur parle que de crise. On ne leur offre aucune espérance. On a détruit les symboles. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de spiritualité. Je suis d'accord. Dans le matérialisme, il n'y a pas. Dans le matérialisme, par exemple, dans le porno, on en parlait hier, il n'y a pas de joie. D'identité. Parce qu'il n'y a plus de sacré. Donc si on méprise le passé, que l'histoire est rance, qu'on n'a rien à apprendre de nos anciens, que de toute façon, c'est la crise écologique, la crise économique, la crise géopolitique, la crise sanitaire, la crise institutionnelle, ils n'ont pas beaucoup de motifs d'espérance pour se mettre debout. Et donc, ils essayent d'exister par le négatif et par la destructivité au lieu d'exister par le haut. Retour à l'identité, retour au sacré. Surtout remonter l'exigence de l'école, c'est l'instruction qui ferme des prisons. Ouais, merci beaucoup Marie-Estelle Dupont d'avoir éclairé cette émission.